Bienvenue sur le plateau de l'émission Code Justice, la web télé d'information, de repères et de décodage juridique. Autour de nos différents invités, nous découvrirons la réglementation en matière de crypto-monnaie et de crypto-actifs. Nous ferons également un 360 degrés sur les saisies, sur leurs différentes formes, leur cadre juridique et sur toutes les questions qu'on peut se poser sur ce sujet. Mais avant tout ça, nous allons démarrer en explorant les règles déontologiques des professions du droit, magistrats, avocats et officiers publics et ministériels tout particulièrement. C'est parti. Quelles sont les règles déontologiques des professions du droit? Le nouveau code de déontologie des avocats a été publié en juillet 2023, tandis que celui des commissaires de justice, officiers publics et ministériels est entré en vigueur un mois après, en mars 2024. La loi du 20 novembre 2023 prévoit la rédaction par le Conseil supérieur de la magistrature d'une charte de déontologie des magistrats, en remplacement du recueil des obligations déontologiques instauré en 2010. Alors que se tenait il y a quelques jours la deuxième édition de la Journée nationale de la relation magistrat-avocat, initiée par le Conseil consultatif conjoint de déontologie de la relation magistrat-avocat, découvrons les règles déontologiques des professions réglementées du droit aujourd'hui. Quelles sont les spécificités par rapport aux déontologies des autres professions réglementées? En quoi ces déontologies protègent-elles le justiciable? Quelles sont les sanctions en cas de manquement déontologique? Pour répondre à toutes ces questions, sur le plateau, accueillons Patrick Tissien, qui est ancien chef de cabinet de la Cour européenne des droits de l'homme, membre commun aux deux formations du Conseil supérieur de la magistrature, désigné par le président de la République. Bruno Blanquer, président de la commission règles et usages du Conseil national des barreaux et ancien président de la conférence des bâtonniers. Et Elisabeth Fitoussi, membre du Conseil de déontologie de la Chambre nationale des commissaires de justice. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Code Justice. Alors, Patrick Tissien, une première question qui s'adresse bien sûr à vous en qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi d'ancien chef de cabinet de la Cour européenne des droits de l'homme. Le 20 février 2024, cette Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision capitale relative à une requête concernant la liberté d'expression des magistrats. La Cour a été saisie de la situation d'un juge européen dont la liberté d'expression a été restreinte en raison de ses opinions publiques exprimées sur des questions juridiques et sociales. Pouvez-vous nous dire quelles sont les règles déontologiques sur la liberté d'expression des magistrats aujourd'hui, s'il vous plaît? Bien, d'abord, je ne commenterai pas une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui est certain, c'est que les magistrats ont le droit à la liberté d'expression. Mais évidemment, ce droit s'exerce dans le respect d'un certain nombre de devoirs. Le devoir d'indépendance, d'impartialité, le devoir de réserve, comme pour tous les fonctionnaires, et le devoir de dignité. Et concernant les magistrats sur les réseaux sociaux, le Conseil supérieur de la magistrature a-t-il arrêté sa position? Alors, il est clair que ce rôle des magistrats, qui sont des citoyens comme les autres et qui peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux, doit se faire dans le respect des obligations, notamment de dignité, d'impartialité, d'indépendance, que j'ai citées il y a un instant. Il ne s'agirait pas pour un magistrat de s'exprimer sur les réseaux sociaux en contradiction avec ces grands principes déontologiques. On reviendra sur quelques exemples, évidemment, mais je vais me tourner vers Bruno Blanquer. Comment s'est passé il y a quelques jours, justement, cette journée nationale des relations magistrats-avocats et quels en sont les principaux enseignements? D'abord, merci pour cette invitation. Et le Conseil consultatif conjoint de la déontologie et relations magistrats-avocats organise depuis la deuxième année une journée relations magistrats-avocats. C'est un moment fort dans la vie des juridictions à tous les niveaux. C'est-à-dire que de la Cour de cassation jusqu'à tous les tribunaux de France et de Navarre, il y a eu des manifestations, des choses, colloques, des procès fictifs, des moments festifs. C'est fondamental. Il faut que les magistrats, les avocats qui partagent les mêmes lieux de justice aient d'excellentes relations. Et ça participe à cela. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que ça a été organisé de manière très très importante, hein. Alors qu'on est dans un climat qui devient plus compliqué, où il y a des propos qui ont été relevés par les uns, par les autres, où il y a des projets de loi qui tendent vraiment la situation. Mais il y a une volonté importante de toutes les organisations qui sont regroupées au Conseil consultatif. C'est intéressant, il y a une Cour de cassation
Conseil supérieur de la magistrature, les avocats, les avocats au Conseil et bien sûr les magistrats. Une volonté de favoriser ces échanges et favoriser une relation fluide. Ce sont les enseignements qu'il faut, oui. Une bonne relation, une relation fluide entre vous. C'est important, c'est d'autant plus important qu'il n'est pas dit que dans les mois, années qui viennent, on n'ait pas des choses beaucoup plus compliquées à gérer. Donc il faut qu'on parte en calme, et nous sommes encore en partant en calme, il faut que nous entendions très bien. Quelles sont les principales règles déontologiques des avocats? Un avocat, c'est fondamentalement indépendant. Et ça a une liberté de parole très très importante, on en parlait tout à l'heure, avec toujours des limites, mais qui sont sûrement beaucoup plus éloignées, et puis c'est logique. Et un avocat, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Ça, c'est fondamental. Un avocat, le premier jour de sa nouvelle vie, c'est quand il prête serment. Je suppose que pour les commissaires de justice également, quand on prête serment, c'est un jour important, et le serment... L'avocat, je me souviens bien d'avoir prêté ce serment, d'exercer ma fonction avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. Et tous les autres principes découlent de ces 5 valeurs et on les en partage, parce qu'on retrouve globalement les mêmes termes. Et c'est vraiment au service du justiciable, au service de nos clients dans le conseil et dans la défense. Et du côté des magistrats, alors, quelles sont les règles déontologiques qui s'imposent aux magistrats? Mais je dirais que c'est un ensemble de valeurs qui permet aux magistrats d'assurer ses fonctions dans le respect de l'indépendance et de l'impartialité, parce que l'objectif à remplir, c'est d'assurer la confiance des citoyens dans la justice. Si le citoyen n'a pas le sentiment que les juges sont indépendants et impartiaux, qu'ils remplissent leur mission conformément aux devoirs de leur État, ils ne peuvent pas avoir confiance dans la justice. Et donc le serment des magistrats, puisque M. le bâtonnier vient de parler du serment des avocats, est également un outil qui permet aux magistrats de se conformer à cet ensemble de valeurs. Concernant les commissaires de justice, Elisabeth Fitoussi, quelles sont vos règles déontologiques, les principales? Il en est de même. Nous avons les principes fondamentaux comme les autres corps de métier qu'on vient d'évoquer, l'indépendance, l'impartialité, la probité. C'est d'ailleurs dans notre code qui est paru effectivement en décembre 2023, entré en vigueur en mars 2024, les premiers principes qui figurent dans le chapitre 1. Après, on a les règles de confraternité, les rapports avec les tiers, mais les principes fondamentaux se rejoignent entre toutes les professions juridiques. Est-ce qu'il y a des différences entre les règles déontologiques, entre les avocats et les magistrats? Des différences, oui, mais on a, je crois que c'est l'article 43 de l'ordonnance qui fixe ce qui est une faute déontologique du magistrat, mais on peut avoir ce qui est la faute déontologique de l'avocat, on retrouve les mêmes termes. Les différences, on va les avoir principalement, ça va être assez sur la procédure. Normal, nous ne sommes pas à la même place. On a des choses compréhensibles, des choses plus compliquées. Dans le compréhensible, le recueil, même si c'est difficile de comprendre que ce soit du droit souple et pas du droit dur, que ce ne soit pas impératif. Aujourd'hui, c'est le recueil, demain, ce sera la charte, mais ce n'est pas un code de déontologie que nous avons, les commissaires de justice et les avocats. Donc, ce n'est pas impératif. On a le plaignant, qui, chez l'avocat, peut lancer la procédure, beaucoup moins facilement chez les magistrats. Et on a la prescription, ça, un demi-mot, totalement incompréhensible. Magistrat, 3 ans de prescription, et après, on ne peut plus le poursuivre. Nous, c'est à vie. Il y aura un travail à faire, puisque c'est quelque chose qui est imprescriptible. Dans quel sens, alors, le travail? Qu'est-ce qui vous paraît incompréhensible? Que faudrait-il faire? Il faut que les avocats puissent avoir une prescription de leur faute déontologique. Donc, théoriquement, je prêtais serment en 1990. Si j'ai fait une bêtise en 1991, j'ai dû en faire, mais fort heureusement, ils n'étaient pas déontologiques. Mais en admettant que j'en ai fait une, on pourrait me l'opposer et je pourrais être poursuivi pour celle-ci. C'est un petit peu compliqué. Donc il faudrait la raccourcir. Il faut la raccourcir, 5, 3, 5, 10 ans, mais quelque chose. Maître Blanquer évoquait le fameux recueil. Patrick Thissien, quand devrait voir le jour la charte de déontologie des magistrats rédigée justement par le Conseil supérieur de la magistrature, qui doit donc remplacer ce recueil des obligations déontologiques conformément à la loi de 2023? Absolument, c'est essentiel, et il est important que le législateur ait confié au Conseil supérieur de la magistrature le soin de transformer d'une certaine façon ce recueil en une charte. C'est symboliquement extrêmement important, toujours dans le cadre de la confiance des citoyens dans la justice. Et nous espérons, je ne peux pas vous donner de date
date qu'avant la fin de l'année 2025, ce recueil cette charte pourra voir le jour. Et nous sommes, je dirais, dans la phase finale de la rédaction de cette charte. Donc je suis très optimiste pour une publication en 2025. Et vous avez entendu il y a quelques mois les syndicats des magistrats à ce sujet. Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges? Alors, je ne vais pas dévoiler ce qui nous a été dit en séance à huis clos par les syndicats, mais nous avons également entendu le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, le service d'aide et d'assistance au déontologique, qui est une instance du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons entendu également les représentants de la justice administrative. Nous avons bien sûr entendu les avocats. Il était indispensable d'entendre les auxiliaires de justice les plus proches des magistrats. Et c'est au terme de toutes ces consultations que nous avons ensemble élaboré cette charte de déontologie. Est-ce qu'il y a des sanctions pour les différentes professions du droit qui auraient des manquements déontologiques? Alors, il ne faut pas confondre la déontologie et la discipline. Ce sont deux choses différentes. On peut parfaitement commettre une faute déontologique, mais cette faute déontologique ne sera pas une faute disciplinaire. Mais effectivement, parfois, la faute est tellement grave qu'elle devient une faute disciplinaire. C'est un autre domaine que celui de la déontologie. Et des sanctions sont prévues par l'article 45 de l'ordonnance de 1958 modifiée par la loi de 2023. Elles vont du blâme, qui est la sanction la plus légère, à la sanction la plus sévère, qui est celle de la révocation. Et lorsque vous examinez les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, qui sont sur notre site internet, eh bien, vous voyez qu'il y a malheureusement régulièrement des cas de révocation des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature. Et les sanctions sont les mêmes pour les avocats, maître? Globalement, oui, on va de l'avertissement, blâme, chez nous le deuxième niveau, interdiction temporaire jusqu'à 3 ans qui peut être avec du sursis et radiation. La particularité, c'est que dans toutes ces infractions déontologiques, vous n'avez pas corrélé en fonction de l'infraction une sanction. C'est pas du droit pénal. Le droit pénal, on corrèle. Là, c'est pas corrélé. Donc, c'est fonction de la gravité, et ça va être l'autorité de jugement qui va arbitrer, après que l'autorité poursuite l'ait saisi, donc chez les avocats, c'est le bâtonnier, le procureur général et le plaignant à égalité. Il y a vraiment une égalité, c'est-à-dire que si l'un n'agit pas, l'autre peut agir. Et chez les commissaires de justice, comment ça se passe? Pour ce qui est de la discipline, elle appartient à la Chambre régionale des commissaires de justice et précisément au président régional. Et lorsqu'il y a un manquement à la déontologie, comme on l'a précisé pour les autres professions, ça peut ensuite découler sur un problème de discipline qui dépend de la compétence du président. Le cas peut être soumis au collège, soit par un président régional, mais également par un justiciable. Et pour les évolutions déontologiques qui s'imposeraient, est-ce que vous avez quelques propositions, Bruno Blanquer? On vient de vivre 4, 5, 6 ans où tout a été quand même refondu. On a un nouveau code, un code de déontologie. On a 2 évolutions fortes dans la discipline de l'avocat, avec le plaignant, qui était absent maintenant depuis 2021. Il est là, il peut poursuivre. On a changé la composition des conseils régionaux de discipline et on a instauré, il y a moins de 2 mois, une procédure simplifiée. Il y a une volonté forte du Conseil national des barreaux auquel j'ai l'honneur d'appartenir de permettre aux bâtonniers de disposer des moyens de poursuivre les infractions déontologiques qui viennent contrarier la vie de tout le monde. Et donc, vraiment, il y a cette volonté. On était très demandeurs, avec un accueil très, très favorable à la chancellerie, même si ça a pris 5-6 ans même, mais de vraiment d'évoluer. Alors, est-ce qu'il faudrait encore évoluer? Pour l'instant, je ne crois pas. Si vous me permettez encore un mot, tout cela n'a de sens que pour contrebalancer l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que le justiciable, le client de l'avocat, il n'a pas le même niveau d'information, et Internet, l'intelligence artificielle n'y fera, je pense, pas grand-chose. Donc il faut que le professionnel, il faut qu'il rétablisse l'égalité pour que ce client, ce justiciable, ait un service de la meilleure qualité. Voilà à quoi tout cela sert. Évidemment. Et pour les commissaires de justice, Elisabeth Fitoussi, vous avez des propositions d'évolution justement de l'encadrement de cette déontologie?
Je peux dire que chez nous, la déontologie est assez bien organisée et antérieurement à la parution du code de déontologie, puisqu'au préalable, on avait le règlement de déontologie nationale. On est organisé, on est très structuré, on a des réunions tous les mois et on rend des avis qui sont publiés sur le site, qui est d'ailleurs en cours de finalisation. Pour le moment, c'est accessible sur le site de la Chambre des commissaires de justice, mais prochainement pour le grand public, ce qui sera très utile pour tous. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à ajouter sur le sujet de la déontologie? Sur ce sujet, je voudrais ajouter que j'ai parlé du blâme, qui est la plus légère des sanctions, mais qu'il y a aussi à la main des chefs de cour la possibilité de l'avertissement. Nous ne sommes pas déjà dans une phase disciplinaire, mais lorsqu'il y a des comportements qui ne sont pas déontologiques, les chefs de cour d'appel peuvent utiliser la voie de l'avertissement. Et un autre point qui est extrêmement important, c'est que les justiciables ont la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'ils estiment qu'il y a eu un manquement déontologique de la part des magistrats. Donc c'est une procédure qui existe. Et pour les justiciables concernant les avocats, le bâtonnier? Oui, ils saisissent le bâtonnier et s'ils ne sont pas satisfaits de la réponse, ou s'il n'y a pas de réponse, ils peuvent saisir le Conseil régional de discipline et lancer eux-mêmes la procédure, ce qui n'est pas le cas dans la magistrature, mais c'est logique, on est vraiment dans des situations différentes. Et pour les commissaires de justice? On peut saisir le collège de déontologie directement. Quand on est justiciable? Oui, absolument. C'est surtout demander un avis. Et après, le collège peut aussi s'auto-saisir, selon le cas qui lui est présenté. Merci beaucoup à tous les trois pour votre éclairage sur les règles déontologiques des professions du droit. Place maintenant à notre décodage 360 sur les saisies par commissaire de justice. Bienvenue dans ce 360 degrés sur les saisies par commissaire de justice. Une saisie est une procédure par laquelle un créancier demande l'exécution d'une obligation, généralement d'une somme d'argent. Quelles sont les différentes formes de saisie? Quel est le cadre juridique? Est-ce qu'on peut s'opposer à une saisie? Quels sont les types de revenus et de biens saisissables? Réponse avec Jean-Philippe Kovac, qui est commissaire de justice. Bonjour maître. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Code Justice. Alors déjà, un petit rappel. Quelle est la définition juridique d'une saisie? Alors, une saisie, c'est une mesure d'exécution forcée par laquelle un créancier va pouvoir contraindre son débiteur, le plus souvent à payer une somme d'argent ou le contraindre à réaliser une obligation. Il faut être muni d'un titre exécutoire et les saisies conservatoires existent et permettent de saisir des biens meubles corporels ou incorporels. Elles permettent également de saisir des biens immeubles et des créances du débiteur. Des saisies sur des comptes bancaires, par exemple? Par exemple, les plus communes. Nous avons également des mesures qui sont conservatoires, c'est des mesures provisoires. On appelle ça des saisies conservatoires. On n'a pas besoin de titre exécutoire, c'est beaucoup plus rapide. Ça assure aussi un effet de surprise. Et ces mesures conservatoires, elles ont vocation à mettre sous main de la justice, donc soit les liquidités du débiteur ou les biens du débiteur, pour ensuite les saisir une fois qu'on a obtenu un titre exécutoire. Comment on obtient une autorisation de ces mesures conservatoires, maître? Alors, il suffit d'en faire la demande auprès du juge de l'exécution le plus souvent, par voie de requête. On obtient alors une ordonnance. Pour obtenir cette ordonnance, il faut toutefois justifier auprès du juge que sa créance paraît fondée en son principe, qu'elle est justifiée. Et il faut également justifier qu'il y a un risque, qu'elle est sur circonstances susceptibles d'en menacer son recouvrement. Toutefois, il est possible de profiter d'une exception, notamment en matière de baux, où là, pour recouvrer vos loyers impayés, vous pouvez faire une saisie conservatoire sans autorisation préalable, simplement avec votre bail. Alors, j'imagine qu'avant d'en arriver à la saisie, maître, il y a plusieurs étapes. Quelles sont-elles? Bien évidemment, il faut obtenir donc, un titre exécutoire pour les mesures d'exécution forcée, on va dire, de droit commun. Donc il y a une procédure devant le juge. Donc, à toutes ces étapes, il est possible d'avoir une conciliation ou un recouvrement amiable. Si on n'y parvient pas et qu'on obtient donc ce titre exécutoire, on confie sa décision auprès d'un commissaire de justice qui va procéder à sa signification et ensuite va mettre à exécution cette décision. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter une saisie? Alors, il existe des moyens. La conciliation, le recouvrement amiable, donc proposer un échéancier. Si l'échéancier
est important. Le créancier va l'accepter en principe et donc la dette va être échelonnée. En s'exécutant, en payant en fait, ou alors s'il y a une contestation quant au principe de la créance ou sur le titre exécutoire, il est possible de saisir le juge de l'exécution. Il y a une croyance populaire qui pense qu'on peut dire à un commissaire de justice qui viendrait frapper à notre porte « Tenez, voici 1 euro » et que vous repartiriez. J'imagine que c'est une croyance populaire erronée. À partir du moment que vous disposez d'un titre exécutoire, vous pouvez exécuter la décision de justice, quand bien même le débiteur vous proposerait un échéancier faible. Vous n'avez pas l'obligation de l'accepter et un paiement n'interrompt pas le caractère exécutoire du titre. Quels sont les différents types de revenus et de biens saisissables? Alors, vous avez évoqué les biens mobiliers et immobiliers, par exemple. Alors, on peut saisir les créances de sommes d'argent, notamment par les saisies-attributions. On doit simplement laisser l'équivalent du montant du RSA sur le compte s'il s'agit d'une personne physique. On peut également saisir les biens meubles. Les biens meubles souffrent de certaines exceptions, notamment ceux qui sont nécessaires à la vie courante. Un réfrigérateur, une télévision, un lit. C'est à nuancer en fonction du nombre et aussi de la valeur des choses présentes. Par exemple, normalement, une chaise n'est pas saisissable, mais si elle est d'une valeur importante et qu'elle est en grand nombre et qu'il n'y a qu'une personne dans l'appartement, on pourrait la saisir. Donc c'est le commissaire de justice qui va, sur place, apprécier ou non de la faisabilité et du caractère saisissable des biens meubles. Et une fois que vous avez fait ça, comment se passe concrètement la saisie, maître? Alors, si on se réfère à la saisie-vente, donc sur place, on dresse un inventaire. Alors attention, il est important au préalable de rappeler qu'on a délivré un commandement de payer, qui a offert un délai de 8 jours pour permettre au débiteur de payer sa créance. Et c'est seulement si il n'a pas déféré à ce commandement que le commissaire de justice peut pénétrer chez les débiteurs et saisir en dressant un inventaire du mobilier présent. Ensuite, il est ouvert un nouveau délai d'1 mois qui permet au débiteur encore de vendre amiablement ou de payer sa créance. Et c'est seulement s'il ne paye pas où il y a un enlèvement et là on procède à la vente des biens pour se payer. Si le débiteur est absent, par exemple, vous venez faire une saisie sur un bien immobilier, il est absent, vous pouvez procéder à la saisie, maître? Oui, la loi le prévoit. Et donc le plus souvent, on rentre avec ce qu'on appelle l'assistance, donc 2 témoins et un serrurier, et on peut réaliser notre saisie. Les prestations sociales telles que les allocations familiales, est-ce que ça, on peut les saisir? Alors, le principe, c'est non. Mais si c'est pour recouvrer une créance alimentaire, on déroge alors au principe. Et il faut aussi faire attention, c'est en fonction de la mesure qu'on applique. Si je fais une saisie-attribution, l'argent qui est présent sur le compte est dit fongible. Donc, je ne peux pas distinguer si le compte est alimenté par du salaire, par un virement d'un ami ou par des revenus sociaux. Pour la saisie-attribution, comme je vous ai dit, la règle, c'est on laisse un minimum. Le montant du RSA. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas saisir? Le montant du RSA, les meubles indispensables à la vie quotidienne tels que le lit, une chaise, un réfrigérateur. Est-ce qu'il y a autre chose que vous ne pouvez pas saisir? En matière de saisie des rémunérations, pareil, il y a une quotité du salaire qui est laissée. Donc on dit qu'il y a une quotité saisissable, insaisissable et relativement insaisissable. Et pareil, ça dépend aussi de l'objet de la saisie. Si on recouvre des créances alimentaires, on peut prendre une quotité plus importante du salaire. Cette quotité disponible, elle est appréciée. Donc, comme je vous ai dit, en fonction de la créance qu'on recouvre, mais elle est également aussi appréciée au regard du foyer du débiteur. Et donc, ça répond à un barème qui est établi par décret. Donc, vous avez accès aux données, c'est-à-dire que vous savez ce qui correspond à un salaire? On a accès à ces données, mais c'est surtout le juge, puisque la saisie des rémunérations est en train de connaître une importante réforme, mais la mise en place des saisies des rémunérations était conditionnée à une autorisation judiciaire. La résidence principale peut être saisie? La résidence principale, même si elle est protégée par la loi, peut tout à fait faire l'objet de saisie. Lorsque le commissaire de justice se présente justement pour effectuer une saisie, il est encore là, à ce dernier moment, possible de négocier et de conclure un arrangement amiable? Oui. En fait, vraiment, notre rôle dans notre métier, c'est à toute étape, de rechercher un dialogue entre le créancier et le débiteur. Et donc, même le jour de la saisie, on essaie à nouveau de parvenir à un règlement amiable, même si là, on s'approche davantage de la contrainte. La saisie, ça a un coût, maître.
Qui supporte ce coût? En France, il faut comprendre que le créancier supporte le risque de l'exécution. Mais si son débiteur est solvable, il va récupérer l'argent qu'il a avancé. Donc il l'avance en quelque sorte et ensuite il peut se rembourser Si son sur les débiteur est saisies. solvable. Vous pensez que la législation doit encore évoluer en matière de saisie? Est-ce qu'on peut encore l'améliorer? Je pense que la législation française régule les intérêts entre les créanciers et la protection du débiteur. Il y a des réformes qui sont en cours, notamment avec le patrimoine affecté. On se calque un peu sur le droit germanique où on va pouvoir distinguer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. On connaît également des réformes avec l'Union européenne relatives au surendettement, où on va pouvoir en fait plus facilement se déclarer insolvable et donc profiter de procédures de surendettement. Aujourd'hui, une dette professionnelle permet de saisir absolument tout, même la résidence principale que vous évoquiez tout à l'heure. C'est ça. À partir du moment où vous avez un titre exécutoire, si vous êtes face à un entrepreneur individuel, il n'y a pas de distinguo entre son patrimoine personnel et professionnel. Enfin, sur le coût d'une saisie, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée, maître? Alors, tout d'abord, c'est prévu par décret. Le tarif est réglementé. Il est identique chez tous les commissaires de justice. Il est difficile d'annoncer un coût, puisque ça dépend de deux choses, du montant de la créance à recouvrer, et ça dépend aussi de l'opportunité. C'est-à-dire, parfois, il suffit de mettre en place une mesure pour recouvrer un dossier, et parfois, il va falloir mettre tout un panel de mesures, et donc le coût va être plus élevé. La rémunération du commissaire de justice, ce n'est pas un pourcentage des sommes que vous arrivez à récupérer? Oui, tout à fait. Donc, en plus de percevoir un droit sur les différents actes qu'il délivre, il perçoit un droit proportionnel sur l'argent qu'il recouvre. Merci beaucoup, maître, pour cet éclairage sur les saisies. Nous allons maintenant passer à notre décodage 360 sur les crypto-monnaies. Bienvenue dans ce 360 degrés sur la réglementation juridique des crypto-monnaies et crypto-actifs. Alors que le cap des 500 millions de personnes utilisant des crypto-monnaies est désormais dépassé et que l'on recense à peu près 30 000 crypto-actifs, qu'est-ce que la loi française permet aujourd'hui sur les crypto-monnaies? Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les interdictions en matière de crypto-monnaies? Qu'est-ce que les professions juridiques sont autorisées à faire avec les crypto-monnaies? Des crypto-actifs peuvent-ils être saisis? Des constats peuvent-ils être dressés sur des états financiers en crypto-monnaies? Pour répondre à toutes ces questions, Mathieu Quignou qui est avec nous. Bonjour maître et bienvenue sur le plateau de Code Justice. Bonjour, merci. Déjà, la situation des crypto-actifs aujourd'hui, c'est très flou ou c'est très encadré? Alors ça commence à être encadré, ça fait déjà quelques années qu'au niveau français, ça a été encadré avec la loi Pacte d'abord, donc ça fait 5 ans, 6 ans bientôt, donc c'est pas tout nouveau, et la France a été pionnière, il y avait d'autres pays comme la Suisse aussi qui avaient travaillé sur des réglementations. La loi Pacte avait pour intérêt d'encadrer en fait une pratique qui était très développée à partir de 2017, qui était celle des ICO, donc les levées de fonds sur cryptoactifs, qui est assez intéressante, qui correspond un petit peu au crowdfunding, donc au financement par la foule, mais dans le domaine des cryptoactifs. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, on l'encadrait comme un instrument financier, mais pas tout à fait. Un instrument financier un peu particulier, avec un encadrement un petit peu plus flexible, notamment avec des white papers, donc des documents d'information plus légers que ce qu'on pouvait trouver, par exemple, dans les IPO, donc dans les entrées en bourse. Donc ça, c'est le premier cadre. Et un deuxième qui est venu aussi avec cette loi Pacte, qui est celui des PSAN, donc les prestataires de services sur actifs numériques, qui sont finalement ces grandes plateformes où on achète la crypto, où on l'échange de crypto à crypto, de crypto contre des euros. Et ces plateformes-là devaient se plier quand même à un certain nombre d'obligations, notamment de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que ça s'est fait au départ. Donc vous diriez qu'on entre dans une ère de réglementation autour des cryptos? Ah oui, bah oui, tout à fait. Et surtout au niveau européen maintenant. Donc il y a le règlement MiCA, donc le règlement sur les cryptoactifs, sur le marché des cryptoactifs européens, qui vient harmoniser la réglementation des différents pays et qui reprend en grande partie ce qui s'est fait au niveau français. Alors pas exclusivement, et ça renforce les obligations et ça crée surtout un passeport européen. Donc oui, on entre dans une ère de normalisation, de réglementation en Europe et aussi à l'étranger. Les crypto-monnaies sont en train de devenir une super monnaie internationale, maître?
Alors peut-être pour le Bitcoin, on peut se poser la question. En tout cas, c'était un peu le projet de certains, peut-être pas initialement au niveau de sa création, mais c'est devenu progressivement, en tout cas, une idée, peut-être voilà, un rêve pour certains. Aux États-Unis, peut-être que c'est aussi quelque chose qui commence à être un petit peu évoqué. On voit qu'il y a une réserve de Bitcoin qui commence à être proposée autour du nouveau gouvernement Trump. Et que par contre la monnaie numérique de banque centrale en dollars n'est plus envisagée, alors qu'on va avoir ça au niveau européen. Donc en tout cas, du côté des États-Unis, c'est peut-être un projet, mais que ce soit la Chine ou l'Union européenne, on voit que c'est pas forcément la démarche. Donc international, je ne sais pas, mais en partie, en tout cas, peut-être un élément un peu fédérateur, oui, certainement. Quel est le statut juridique d'une crypto-monnaie, maître ? Alors, il n'y en a pas un seul, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité de crypto-monnaies. Vous avez dit tout à l'heure 30 000 crypto-monnaies. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment bien implantées et qui ont été aussi distribuées de manière un peu particulière, donc sans forcément finalement les acheter sur des plateformes ou sans passer par des levées de fonds ICO. Je pense à Bitcoin, par exemple, qui a un statut très particulier, même dans la réglementation européenne, qui va être vécu finalement comme un petit peu quelque chose à part. On a la même logique avec ce qu'on appelle les airdrops, donc les distributions gratuites de jetons, où là aussi la réglementation s'applique assez peu. Et ensuite, on a donc ces jetons utilitaires, d'ICO, qui eux vont bénéficier d'un régime qui est assez souple quand même. Et ensuite, on a des jetons qui sont des instruments financiers en tant que tels, qui peuvent être des parts, par exemple, correspondre à des actions de sociétés ou des parts de sociétés civiles immobilières qui portent sur des biens immobiliers. Dans ces cas-là, on a un régime qui est assez proche de celui des instruments financiers. Concrètement, si les deux parties sont d'accord, on peut tout acheter en monnaie crypto, en bitcoin, par exemple ? Alors, ça va dépendre des pays, mais en France, en tout cas, c'est possible. En Chine, je vous dirais que c'est plus délicat, par exemple. Mais eux ont leur monnaie numérique de banque centrale déjà bien installée. Mais en France, c'est tout à fait possible, dans la même mesure qu'on peut acheter des choses avec du troc. On peut échanger un tableau de maître contre un immeuble, c'est tout à fait envisageable. Donc vous, si je fais appel à vos services, je peux vous proposer de vous régler en bitcoin ? Avec grand plaisir, et je sais d'ailleurs que les commissaires de justice, pour ceux qui viennent aussi de la profession de commissaire-priseur, sont tout à fait investis aussi dans ça, à travers les ventes aux enchères notamment qu'il y a eu de NFT. Et donc se poser vraiment la question de est-ce qu'ils peuvent accepter le paiement en cryptoactifs. Je me souviens d'un moment où finalement au niveau de la loi sur les ventes aux enchères qui a évolué, ils étaient aussi dans une obligation de proposer une conversion en temps réel entre les euros et par exemple l'Ether, qui était la monnaie qui était lisible un petit peu partout, mais eux avaient l'obligation bien sûr que ce soit présenté en euros en temps réel pour pouvoir procéder à la vente aux enchères. Mais les professions du droit peuvent être rémunérées en crypto-monnaie ? Alors nous, ça nous arrive au cabinet assez régulièrement, donc oui, tout à fait, c'est possible. Après, il faut qu'on... Voilà, vous avez dit si les deux parties sont d'accord. Donc si les deux parties sont d'accord, oui, comme on pourrait être rémunéré avec à peu près n'importe quoi de légal, et comme c'est légal, oui, bien sûr. On peut payer des fournisseurs en crypto-monnaie, on peut payer tout type de prestations. Absolument. Après, encore faut-il que le fournisseur accepte, voilà, mais ça... Bon, il y a même maintenant des systèmes un peu qui rendent les choses un petit peu fluides, c'est-à-dire qu'on a des systèmes qui vont nous permettre, nous, de verser l'argent en crypto-monnaie, par exemple, et d'avoir un système qui convertit, et la personne qui reçoit l'argent le reçoit en euros, sans s'être aperçu que ça a été payé en crypto-actif au départ. Donc finalement, on est dans une conversion, et voilà, c'est... On imagine toujours qu'une crypto-monnaie, c'est un écran de fumée, un écran fiscal. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on paye par exemple de la TVA sur une crypto-monnaie ? Ça dépend à quel moment. C'est-à-dire que quand on va payer en crypto-actif, par exemple, si on paye en Ether un bien immobilier ou un bien quelconque, plutôt un bien quelconque, on va avoir une TVA à 20%, par exemple, si c'est le taux applicable. Ça change absolument rien. Comme quand on fait du troc. Quand on fait du troc, on a aussi des TVA qui s'appliquent. Donc absolument. Après, quand on achète des cryptoactifs, ça peut être différent. Je vous parlais tout à l'heure des white papers avec des ventes de jetons utilitaires. C'est posé par exemple la question de la fiscalité
pénalité quand on va acheter par exemple des NFT. Et donc c'est pas encore complètement tranché. Il y avait un débat de savoir si c'était 5,5, donc un peu comme pour les œuvres d'art, 10% comme pour les licences de propriété intellectuelle ou 20%. Donc pour ça c'est un peu plus complexe. Et quand on achète un instrument financier, là il n'y a pas de TVA. Mais c'est que dans le cas où vraiment on est sur par exemple les parts de sociétés commerciales qui sont tokenisées comme on dit. Donc, on a ici déjà évoqué les saisies. Est-ce qu'on peut faire une saisie sur des crypto-monnaies, maître? Alors oui, théoriquement, c'est pas d'une évidence totale. Voilà, c'est ça le point, c'est que effectivement, on peut tout à fait avoir une mesure de saisie de crypto-monnaie. La question, c'est de pouvoir identifier le bon portefeuille. Donc déjà, c'est un premier travail, mais je pense qu'il y a vraiment déjà des commissaires de justice tout à fait experts, des juges qui se sont aussi plongés dans ces questions-là. Donc déjà identifier la clé publique, donc qu'il faut saisir, et ensuite trouver aussi la personne. Parfois, les personnes sont anonymes. C'est déjà aussi une difficulté. Et ensuite, il faut que la personne nous donne la clé privée ou qu'elle transfère les fonds. Donc, on peut avoir une obligation de faire. Après, c'est parfois plus délicat si la personne ne souhaite pas donner sa clé privée. À part, voilà, on n'a pas de moyens particuliers de pression, sauf les astreintes. Qu'est-ce qu'un smart contract en matière de crypto-monnaie, maître? Alors un smart contract, c'est un terme qui a été un peu discuté, mais c'est ce qu'on traduirait par contrat intelligent. Donc, concrètement, c'est des instructions informatiques, c'est du code, qui permet d'automatiser un certain nombre d'actions autour d'une blockchain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pré-paramétrer, par exemple, les modalités d'un transfert de jetons. Voilà, donc on peut faire ça avec un smart contract. On peut aussi avoir des éléments qui sont conditionnés, c'est-à-dire que si on a tel événement qui se produit, il y a le transfert d'actifs qui est réalisé. Et on en est où alors justement sur les smart contracts en matière de crypto-monnaie? Ça devient de plus en plus sophistiqué, intéressant, et c'est un vrai élément d'appui pour les juristes, parce que, moi j'aime bien le terme smart contract, j'aime bien que ça ait été appelé comme ça aurait pu s'appeler complètement autrement. C'est un vrai contrat avec une valeur juridique? Alors, ça se discute, ça dépend du smart contract. Et il peut y avoir un smart contract qui est un élément d'appui finalement pour formaliser une volonté. Donc, dans ce cas-là, ça peut suffire. Ensuite, ça peut être aussi une sorte d'annexe un peu exécutoire d'un contrat sur une blockchain. Donc, ça, c'est aussi une autre approche. Et après, dans certains cas, il y a des vraies difficultés. C'est-à-dire que quand on a des obligations d'écrit, des obligations de forme, c'est très délicat d'avoir uniquement un smart contract parce qu'il ne va pas répondre à les questions, par exemple, d'identification aussi des personnes, dans certains cas, sont assez difficiles à mettre en œuvre pour la validité même du contrat, smart contract, s'il est seul, en l'état. Depuis le 30 décembre 2024, le règlement européen sur les marchés de cryptoactifs, Markets in Crypto Assets, ou MiCA, publié au journal officiel de l'Union européenne le 9 juin 2023, est désormais applicable. Qu'est-ce que ça change concrètement, maître ? Première chose, c'est qu'avant, on n'avait pas de réglementation européenne. On avait notre droit français qui était quand même déjà assez bien structuré. Ça vient l'harmoniser et ça vient permettre aussi aux acteurs, dès lors qu'ils sont conformes au droit européen, d'avoir une sorte de passeport aussi européen. Donc ça leur permet quand même de toucher un marché plus important. Ça permet de cadrer quand même les activités, d'harmoniser les pratiques. Et au-delà de ce point-là, qui est quand même assez essentiel, ça vient renforcer quand même les obligations des acteurs. Donc c'est une approche très européenne, une approche par les risques, par les acteurs, où on va avoir finalement essentiellement les prestataires de services sur actifs numériques qui s'appelaient avant PSAN, qui vont s'appeler CASP, qui vont avoir des obligations un petit peu plus importantes, notamment dans le cadre de l'agrément. Alors ça va être toujours les mêmes entités qui vont fournir les agréments, en l'occurrence l'AMF en France, pour ce type d'acteurs. Et on a aussi certains éléments sur les monnaies numériques de banque centrale qui sont évoqués pour laisser finalement complètement la main à la Banque centrale européenne sur ce point et éviter finalement aussi que les jetons stables, donc qui pourraient être indexés sur l'euro, viennent trop empiéter sur ce champ-là. Donc ça, c'était aussi un axe assez important de cette réglementation. Quelle est la position des banques, et notamment de la Banque de France, sur les crypto-monnaies aujourd'hui ? C'est une question. Alors il y a des banques qui ont vraiment des services dédiés et qui sont assez impliquées pour faciliter aussi les choses. Il y a des banques très crypto-friendly, comme on dit dans le secteur. Il y a des banques qui ont des départements aussi de R&D qui incluent à la fois des choses comme l'IA, des choses comme la blockchain, donc qui sont assez impliquées, qui sont partenaires, par exemple, de projets crypto qui peuvent être liés à des systèmes de signature électronique ou à de la preuve à divulgation nulle de connaissances, des choses un peu techniques, assez intéressantes. Après, c'est sûr,
sûr que les banques commerciales ont peut-être un petit peu à s'inquiéter, non pas de la crypto, moi je pense qu'à ce niveau-là, on est plutôt sur quelque chose qui peut être assez compatible avec le système bancaire, en tout cas complémentaire, mais les monnaies numériques de banque centrale, là, viennent peut-être se, voilà, en tout cas se substituer à leur rôle, même si vraisemblablement la Banque centrale européenne, en tout cas, souhaite vraiment maintenir le rôle des banques commerciales dans le dispositif, comme c'est le cas en Chine d'ailleurs, hein, qui a inclus finalement les banques commerciales dans le dispositif de création du yuan. Et il y a des interdictions en matière de crypto-monnaie aujourd'hui ? Oui, quand même. Alors, les interdictions, elles vont porter, par exemple, sur la communication. C'est-à-dire que si on n'a pas obtenu, par exemple, un visa de l'AMF pour une levée de fonds en cryptoactifs, on ne va pas avoir la possibilité de communiquer sur son jeton. On ne va pas pouvoir dire, pas pouvoir démarcher, par exemple, des personnes sur Twitter en leur disant « achetez mes jetons, ils sont magnifiques ». Ça, on ne pourrait même pas le faire avec le visa, mais c'est encore plus difficile sans visa. Et on a après quand même un cadre un peu restreint, d'où aussi l'obligation d'information, ces white papers, dans les modalités d'une part d'information du client, souscripteur, mais au-delà de ça, des garanties quand même suffisantes qui sont accordées, des modalités aussi pour procéder à des séquestres si la levée de fonds se passe mal. On va retrouver aussi des obligations très importantes de lutte contre le blanchiment d'argent. Alors elles ne sont pas directement liées aux jetons, mais c'est quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, on régule les acteurs. En fait, plus que les actifs. Les actifs, on a créé des typologies et plus l'actif est risqué, plus finalement les obligations sont importantes pour les acteurs qui souhaitent les émettre ou faciliter les transactions. Les choses évoluent beaucoup donc depuis ces 4-5 dernières années et ça va continuer comme ça. Absolument. Merci beaucoup Maître pour votre éclairage sur les crypto-monnaies. Merci d'avoir suivi ce numéro de Code Justice et à très bientôt.